Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui s'est invité dans l'actualité et qu'on a programmé aujourd'hui tout simplement, puisque vous le savez forcément, depuis une grosse semaine maintenant, il y a des événements assez graves qui se jouent en Ukraine. J'ai eu l'idée d'inviter Philippe Lermy pour nous parler de ce conflit et des conséquences de ce conflit sur les marchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, il en parlera tout à l'heure, mais vous pourrez également aller sur la chaîne Vidéo Bourse, revoir une précédente intervention de Philippe. Moi, j'étais tombé par hasard parce que quand on fait Vidéo Bourse, c'est souvent des webinaires sur YouTube. Et quand on se promène sur YouTube, des fois, on tombe sur un direct qui est en cours. Et j'étais tombé tout à fait par hasard sur cette intervention de Philippe. J'en avais entendu une bonne partie. Et j'avais vu, et puis il fallait ce webinaire, si vous allez le revoir maintenant, il faut le remettre dans son contexte de l'époque, quand il a eu lieu, et ce que disait déjà à l'époque Philippe, bien avant que le conflit ne démarre. Donc, j'avais trouvé ça très pertinent sur beaucoup de points, et je me suis dit, c'est vraiment la personne qu'il faut que l'on invite pour véritablement parler de ce conflit et des conséquences sur les marchés financiers. Parce qu'effectivement, bon, vous le savez, vous avez beaucoup de chaînes d'information en continu, vous avez des spécialistes autoproclamés toutes les 5 minutes qui vont vous raconter tout et n'importe quoi. Là, Philippe a un parcours qui fait qu'il a déjà été amené par le passé à vivre sur les marchés au moment du conflit de la Géorgie ou autre chose. Donc, il a déjà cette expérience et qui est très précieuse aujourd'hui. Et tous les outils qu'il utilise sont là aussi très utiles et ils ne sont pas forcément les outils habituels que les traders utilisent habituellement. Voilà, pour contextualiser un petit peu la raison de la venue aujourd'hui, enfin de l'invitation de M. Philippe Lermy pour ce webinaire, afin qu'il nous fasse un vrai décryptage de ce qui se passe et de ce que l'on peut avoir comme conséquence sur les marchés. Donc, sans plus tarder, et pour pas consommer le temps de parole, dirons-nous, à Philippe, je lui laisse maintenant la parole. Merci Alain, bonsoir tout le monde. Bon, donc on va parler ce soir du conflit. Ah, tu es toujours là? Ah, j'ai plus de son, alors attends. Je remets Là. le son. Voilà. On va parler donc ce soir du conflit et des impacts sur les marchés. On va essayer de voir ce qu'on peut surveiller. Avant tout, n'oubliez pas que le trading comporte des risques et que surtout en ces moments où ça pourrait s'aggraver, la volatilité elle est en train d'augmenter sur tous les marchés. Donc, ne tradez pas avec des leviers monstrueux. Il faut plutôt diminuer les leviers. De toute façon, les appels, je dirais les marges nécessaires, par exemple sur les marchés de futurs, sont tendance à monter. Donc, c'est pas pour rien, c'est pour vous protéger, c'est pas pour vous empêcher de trader. Et surtout, ne tradez pas de l'argent dont vous avez besoin pour tous les jours. Hein. C'est pas d'un seul coup, j'ai quitté mon boulot, je fais le bateau, je deviens trader. C'est un métier. Donc là, nous, on va vous aider à décortiquer un petit peu comment les marchés réagissent, mais ça s'apprend. Hein. C'est pas je gagne dès le départ. Je veux dire, n'importe quel Rodin, il n'a pas fait une statue formidable des premiers jours. Hein. Il a dû casser du marbre au départ. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous soyez dans une optique d'apprentissage au départ et progressivement avec les gains qui arriveront tout doucement, et ben vous augmentez votre puissance de feu, j'allais dire, c'est le cas de le dire, mais voilà, attention, soyez prudents, hein, puisque regardez les chiffres, hein, 79% de comptes d'investisseurs en détail perdent de l'argent. C'est souvent parce qu'ils ont perdu avec un levier avant d'avoir compris. Donc soyez prudents, comme je dis toujours, hein, en aviation, il n'y a pas de bons pilotes, il y a des vieux pilotes, ben, pour les traders, c'est pareil. Hop, alors attends, parce qu'à chaque fois, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va très brièvement parler de l'historique du conflit. On va parler des conséquences, de quelques conséquences. Alors moi, je vais plus parler des conséquences sur les marchés hein, que sur les différentes conséquences géopolitiques, parce que ça, vous les entendez partout à la télé.
On va parler de la Banque centrale russe. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle est confortable ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire pour minimiser les impacts du conflit? On va parler de SWIFT. Hein, qu'est-ce que c'est? En réalité, tous les traders professionnels, ils connaissent SWIFT, hein, évidemment. On va regarder les marchés du gaz à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passait sur le marché du gaz? Et puis, on va regarder donc quelques évolutions de marché et on va essayer de trouver des indicateurs pertinents pour nous donner des infos. Voilà, on va essayer de trouver ceux qui sont pertinents, ceux qui ne sont pas pertinents. Enfin, je vais vous en montrer un. Hein, il y en a plusieurs. Je vous en montrer un, mais je vais vous montrer comment on fait pour voir si un indicateur est pertinent ou pas. On parlera des taux directeurs de la Fed parce que c'est quand même d'actualité. Hein, Powell qui était devant le comité de la Chambre des représentants hier et puis là tout à l'heure devant le comité de bancaire du Sénat. Donc, pardon, ça a un impact sur le marché. On verra aussi comment se donner les moyens d'anticiper. En trading, il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis en retard ou pas? On est constamment en retard. Hein, c'est la première question. Si on vous bassine avec quelque chose sur les marchés depuis longtemps, eh ben, le premier réflexe, c'est de dire, mais je suis peut-être déjà en retard, hein, il y en a qui ont acheté ou qui ont vendu avant moi. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, c'est d'essayer de voir, d'essayer de, à chaque fois avant de trader, c'est de se dire, est-ce que ce que j'anticipe est pas du tout à moitié ou complètement dans les cours. Hein. Alors, le pas du tout, vous ne l'avez jamais parce que ça s'appelle un délit d'initié. Hein, mais le à moitié ou complètement. Et on ne se comporte pas de la même façon en trading si quelque chose est assez fortement dans les cours ou moyennement dans les cours. Mais quand on trade, de toute façon, on a toujours une incertitude. Hein, parce que, comme je vous dis, celui qui n'a pas d'incertitude quasiment, c'est celui qui fait le délit d'initié. Donc, ce n'est pas vous, parce que ce n'est pas vous qui traitez des montants monstrueux. Donc, voilà. Alors, l'historique du conflit, ben, en réalité, ça date de très longtemps. Ça a surtout démarré après la chute du mur de Berlin. Donc, avec l'OTAN qui a avancé à l'Est. Hein. Alors, ce que disait Alain tout à l'heure, moi, je vous conseille, j'ai fait donc le 9 février dernier un webinaire hein, sur le conflit et ce qu'on pouvait surveiller. Donc, j'ai dit un peu des choses différentes de maintenant. Évidemment, bon, je pensais, parce que bon, on le voit, hein, ça ne va pas être si simple pour Poutine, donc je pensais qu'il serait plus ou moins raisonnable, mais je vais vous montrer d'autres choses après, et que finalement il se calmerait peut-être. Toujours est-il que le conflit ne date pas de maintenant. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était Poutine, un ancien agent du KGB, et qu'il a subi la chute du mur de Berlin. Il était en RDA. Voilà, c'est-à-dire que lui, il a tout vécu et pour lui, c'est l'OTAN qui est un agresseur. Hein, il ne considère pas que c'est les peuples ex-pays de l'URSS qui veulent, je dirais, accéder à la démocratie. Pour lui, c'est nous qui allons vers l'Est et voilà. Donc c'est comme ça qu'il le voit, il en est intimement persuadé. Donc on a eu plein d'épisodes, donc la guerre en Tchétchénie, à Grozny, on a eu la Géorgie, hein, donc, qui voulait repousser l'invasion en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Ça a échoué à cause de l'armée russe. Hein, donc ça, c'était en 2008. Après, on a eu la prise de la Crimée en 2014. Hein, avec les séparatistes pro-russes donc au Donbass, hein, puis qui en fait avaient reculé avec l'armée ukrainienne, mais comme il y a eu des mercenaires, sûrement Wagner, qui sont arrivés, ça a inversé la donne, hein, puisqu'il y avait des militaires sans insigne dans le Donbass. Hein. Donc la chose n'est pas nouvelle. Hein, je veux dire, en réalité, ça ne date pas, comme je vous dis, et le problème, c'est vu que ça ne date pas, à la limite, son but, c'est quoi? Ben, il n'a pas arrêté de le dire Emmanuel Macron, c'est que pour lui, c'est restaurer l'empire soviétique tel qu'il était après l'ère de Lénine et surtout Staline. Donc, c'est comme ça qu'il le voit. Alors, je vous donne certaines indications pour l'instant. Là, quand il avait été le voir à Moscou, il y avait des journalistes qui suivaient Poutine dans l'avion et il y en a une là, qui était une reporter du Figaro qui a donc annoncé
je dirais, les sentiments à chaud de Macron au retour de cette entrevue avec Poutine. Et il a dit que ben, quand Macron lui posait des questions qui comment demandaient une réponse assez logique, raisonnée, et ben, il y avait Poutine qui repartait dans son discours de l'ère soviétique, etc. Donc, il disait, ben, c'est comme si, je dirais, switch off, il n'écoutait plus et il était dans son discours. Hein, donc, ça avait choqué Macron qui l'a annoncé aux journalistes. Hein. Donc, voilà. Donc, on va en parler un petit peu plus après. Voilà. Alors, pour l'instant, alors je parle de la stratégie ratée de Poutine parce que même si malheureusement il risque de gagner militairement, bon, on n'a pas l'issue du conflit, hein, ça s'aggrave de plus en plus, ça, même encore tout à l'heure. En tout cas, vous l'avez entendu, il y a eu plein de sanctions, saisie des avoirs et des biens des oligarques russes. Donc, il y en a qui avaient commencé à anticiper. Tous les bateaux sont en train d'aller aux Maldives. Enfin, sauf qu'au bout d'un moment, ils vont plus pouvoir bouger loin. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dans les ports, ils ne peuvent plus être à Cannes, ils ne peuvent plus être à Saint-Tropez, ils ne peuvent plus être enfin, je dirais, je sais pas, aux Baléares ou en Angleterre. Donc, enfin, ça va limiter quand même beaucoup. Il y a eu des annulations déjà la semaine dernière dans les hôtels à Courchevel en masse, hein, de tous les Russes qui venaient profiter de l'Occident. Donc voilà, ça quand même en train de les toucher assez fortement. Il y a, vous l'avez entendu, il y a eu interdiction de survol maintenant de 37 pays. Il va y avoir des gros problèmes pour des entreprises. Aeroflot qui a quand même des avions Boeing, et puis Boeing qui annonce qu'il n'assurera plus la maintenance. Hein. Donc, ils vont avoir des avions qui vont être cuits au sol. Bon, on a la même chose maintenant avec Apple. Il y a les constructeurs automobiles japonais, pareil. Donc, enfin, c'est vraiment un blocage. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc, peut-être que les Européens ne se rendent pas compte, mais tout ce qui est, je dirais, les sanctions qui lui arrivent au niveau sportif, hein, par exemple, suspension de son statut de président, sa position de président d'honneur à la Fédération internationale de judo. Pour moi, c'est quelque chose qui est important pour lui, hein, puisqu'il a toujours utilisé le sport comme vecteur pour magnifier la grandeur de la Russie, de l'URSS. Hein. Vous vous rappelez, dans les années 80, les gymnases russes, Nadia Comaneci. Donc, la grandeur de la Russie au niveau du sport international, c'est quelque chose d'hyper important. Hein, les Jeux de Sochi, hein, par exemple, donc les Jeux Olympiques de Sochi. Donc, ce que je voulais dire, par exemple, la Fédération internationale de hockey sur glace, c'est pareil, elle a interdit les compétitions en Russie. Le hockey sur glace, c'est hyper important. Hein. On a vu Poutine faire du hockey sur glace. Hein. Donc, je veux dire, tout ça, à mon avis, ça joue quand même beaucoup, hein, même si ce n'est pas des choses financières. Hein. Alors, évidemment, on est en train de tous se demander quelle pourrait être l'issue du conflit. Hein. Alors, on a entendu hier soir le marché, on va voir, a commencé à être positif, à remonter quand on a annoncé hier soir qu'il allait y avoir un deuxième round de négociations, donc à la frontière entre la Biélorussie et puis l'Ukraine. Donc Lavrov, le ministre de la Défense, qui est vraiment, qui va dans le même sens hein, que Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis certain, je ne sais plus quand est-ce qu'il a dit, je crois que c'est ce matin, je suis certain que l'hystérie de l'Ouest passera. Nous sommes prêts pour le dialogue, mais sur une base de respect mutuel. L'Ukraine obtient ses ordres de Washington. Pourquoi l'Ouest déciderait de ce qui est nécessaire pour la sécurité de la Russie? On ne peut pas accepter une menace militaire de la part de l'Ukraine sur la Russie. Pour eux, c'est les Ukrainiens qui représentent une menace, notamment une menace nucléaire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Donc voilà, il est dans son discours de propagande, hein, c'est clair, initié par Poutine, hein, qui dit Zelensky préside une société où le nazisme est florissant. Donc voilà. Alors, je vous rappelle hein, quelque chose que j'ai dit il y a 15 jours sur TV Finance, le matin, quand on m'a interrogé sur le marché. Je disais que le marché sous-estimait le risque Ukraine et j'ai terminé, j'ai un peu hésité parce que ça faisait froid dans le dos. J'ai fait une citation récente de l'ancien oligarque russe qui est devenu dissident, M. Khodorkovsky. Hein. Alors, pour mémoire, c'était un vice-ministre en 1993, donc avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, et après, il était devenu donc, le PDG
la compagnie pétrolière Yukos, hein, donc c'est un oligarque multimilliardaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par Poutine? Il a été accusé de fraude fiscale, il a donc été enfermé en prison. Alors, on se rappelle, hein, c'est qu'il a essayé de le rendre fou en prison. Hein, la prison russe, ce n'est pas les prisons françaises. Hein. Donc, donc 10 ans de prison pour fraude fiscale. Alors, d'un seul coup, il a été relâché par Poutine. Alors, exactement, je ne sais pas pourquoi il l'a relâché. Toujours est-il que le jour où il l'a relâché, en 2013, il a dit que bon, il avait fait son temps, 10 ans de peine, c'était beaucoup, et surtout, il fallait le relâcher parce qu'il y avait la mère de Khodorkovsky qui était malade, donc il fallait être gentil. Hein. Voilà, donc c'est Poutine le gentil qui a emprisonné le mec 10 ans et puis qui le relâche. Hein. Donc, mais il y avait une condition, c'est qu'il devait demander la grâce du président. Demander la grâce, ça veut dire tout simplement qu'il accepte, enfin, qu'il acceptait d'être coupable. Donc Khodorkovsky, depuis, donc, est exilé à Londres. Hein, et là, il nous a prévenu avant le conflit, hein, et c'est ce que j'avais dit donc, pour terminer il y a 15 jours devant TV Finance, hein, devant les caméras. Qu'est-ce que j'avais dit? Les citations de Khodorkovsky qui nous avait prévenu là. Poutine pense que les conflits ne se résolvent que par la violence. Pour l'instant, on en a la preuve. Et la deuxième chose qu'il a dit, Poutine s'arrêtera seulement lorsqu'il aura trouvé plus fort face à lui. Hein. Alors, il ne faut pas oublier que Khodorkovsky, il était dans le bureau de Poutine. Il le connaît très, très bien. Je me rappelle aussi, il y a très longtemps, Biden, qui a été sénateur, je crois, pendant plus de 30 ans, donc qui avait été voir Poutine dans ses bureaux, et puis qui lui avait dit face à face, parce que Biden, il est franc, lui avait dit que bon, ce mec n'avait aucun sentiment, aucune empathie. Enfin, je veux dire, Biden et Poutine se détestent. Hein, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des discours tout à l'heure, un peu avant 2 heures, de Poutine. Donc, je vous les donne quand même. Hein. Poutine a dit à Macron que, puisqu'ils ont discuté tous les deux 1h30 par téléphone, donc on a eu l'agence Reuters qui nous a sorti donc à 13h54. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, Poutine a dit à Macron que les buts de l'opération de la Russie en Ukraine seront effectués, accomplis au total, dans tous les cas. Hein, donc, il n'est pas du tout dans l'objectif d'arrêter. Hein, et on le voit, les bombardements, les tirs continuent. J'arrête pas de le lire là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit que si la neutralisation de l'Ukraine et son désarmement ne pouvaient pas être atteints de façon diplomatique, il continuerait les opérations militaires. Voilà ce que je viens de vous dire. Il a rajouté aussi qu'il était en train de combattre contre un régime néo-nazi, hein, et il a renié le fait qu'il était en train de frapper des civils en Ukraine. Il a renié le fait qu'il était en train de bombarder, oui, c'est ça, bombarder Kiev. Hein. Donc, Macron a répondu à Poutine qu'il était en train de faire une erreur majeure à propos de l'Ukraine et de son président. Il lui a aussi dit que l'Ukraine n'était pas un régime nazi et que Poutine était en train de se faire des illusions à lui-même et qu'il ne décrivait pas la réalité. Hein. Il a dit, Macron a encore dit, ce que vous êtes en train de faire va vous coûter votre pays et que la Russie sera isolée, affaiblie et dans des sanctions pour une très très longue période. Hein. Alors, voilà. Il n'y a rien eu de réassurant dans les discours de Poutine à Macron. Hein, donc, il veut continuer. C'est ce que disent les officiels français. Hein, donc, voilà. Et puis, d'un autre côté, Macron a aussi téléphoné à Zelensky et Zelensky lui a dit que l'Ukraine ne se rendra pas, que les négociations ne peuvent pas être tenues avec un pistolet sur la tempe, puisque c'est ce qui se passe, hein, parce que la moindre des conditions pour faire des négociations, c'est que d'abord, il y a un cessez-le-feu. Hein, donc là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout en train de s'améliorer. Donc, ça, c'est le souci. Donc, quand on regarde, on va en reparler après, on va regarder ce qui s'est passé sur les marchés. Avant, on va parler de la Banque centrale, hein, la Banque centrale russe. Là, je vous ai fait les réserves en orange de la Banque centrale russe. Donc, on voit que depuis 20 ans, elles sont à un record.
à 643 milliards de dollars. Et on voit le pétrole. Alors, j'ai fait exprès de vous mettre certains éléments. La guerre de Géorgie, qui était en août 2008, elle est tombée un tout petit peu avant la crise, enfin la faillite de Lehman surtout. Donc, il y a une partie de la baisse des réserves de change de la Banque centrale qui sont dues à la baisse du pétrole à cause de comme disent les Américains, la Great Financial Crisis, quoi, la crise des subprimes et la faillite de Lehman, mais pas que. Hein. Donc, quand on voit les banques, elles estiment, dans la recherche des banques, en 2014, les réserves en dollars de la Russie ont baissé à cause du conflit de 100 milliards parce que la Banque centrale, elle avait fait des interventions quotidiennes sur le marché qui ont été considérables. Hein, puisque vous voyez, ces réserves, elles sont passées, c'était environ à peu près au même niveau, et puis elles sont allées presque donc à 300, presque 400, il a perdu 200 milliards très facilement. Hein. Alors on voit que dans l'annexe, ça c'était en 2014, je suis en train de mélanger ce que je vous disais, c'était là, hein, qu'elle a perdu 100 milliards. Là, donc, il y a eu la guerre à la Géorgie, mais je pense plus que c'est, comme je vous disais, la crise des subprimes. Et là, il y a eu le pétrole qui a baissé, mais comme je vous disais, il y a eu une partie qui a été due donc à l'annexion de la Crimée. Là, qu'est-ce qu'on voit dernièrement? Ce n'est pas du tout le cas. Et là, on a le Covid qui a fait baisser le pétrole. Les réserves n'ont pas du tout baissé. Hein. Parce que pourquoi je vous dis ça? Il ne faut pas oublier qu'une grande partie des réserves de change, elles sont dues à quoi? Aux ventes de pétrole qui sont faites en dollars et en roubles. Hein. Donc, c'est une grande source de revenus. Tout simplement, hein, c'est ça qui fait, c'est la hausse du pétrole qui a rendu la Banque centrale russe plus forte. Donc là, le graphe, comme vous voyez, il est arrêté au 18 février. Tout à l'heure, donc il y a eu la Banque centrale russe qui a annoncé à nouveau ses réserves. Alors, ce qui est assez comique, hein, parce que ça, c'est exactement le même montant, 643 milliards 200 millions. Alors ça, je trouve ça quand même assez... donc, réserve calculée au 25 février. Hein. Donc, 25 février, l'invasion, c'est le 24. Alors, on pourrait se dire c'est un peu possible parce que si tu n'as qu'un seul jour de conflit et qu'il n'y a pas encore des mesures qui sont prises, on pourrait se dire que c'est normal qu'elles soient au même montant. Comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Russie, quelque part, elle est dans une position très, très favorable d'un point de vue financier? C'est parce que le fait que ces 643 milliards de dollars, ils excèdent très, très largement toute la dette externe de la Russie, c'est-à-dire quand on prend la dette du gouvernement, la dette des banques, la dette de la Banque centrale, elle a quand même aussi des dettes, et puis d'autres secteurs, et de loin. Hein. Donc, c'est ça qui fait qu'entre autres, ils ont une position à court terme qui est très, très forte, hein, sans parler des mesures. Hein. Après, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces réserves, elles ne sont pas à 100% en dollars. Hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, on regarde. Là, ça date de juin 2020. Ça vient de la Banque centrale russe. Hein, c'est les derniers chiffres de juin 2021. C'était comparé juin 2020 à juin 2021. Et on voit que il y avait une grosse proportion qui était en euros. Et finalement, ils avaient plus d'euros que de dollars, hein, puisque les 643 milliards, c'est un équivalent en dollars. Hein. On voit qu'il y a une grosse proportion en euros, qu'il y avait une grosse proportion en dollars. Et puis là, en gris clair, livre sterling, et en gris foncé, pardon, et gris clair, Other. Donc ça, théoriquement, avec Swift qui est bloqué, ça passe plus, c'est fini. Hein. Donc à court terme, ça c'est fini. Donc si voilà, ça c'est fini. Alors ce qui se passe, c'est que dans la réalité, la Banque centrale russe, depuis longtemps, parce que quand vous avez des réserves en dollars, après vous les placez, hein, vous ne gardez pas les dollars comme ça dans vos comptes. Vous les placez par exemple en obligations du Trésor américain. Depuis elle a quasiment des réserves en obligations Trésor américaine qui sont égales à zéro, quasiment à zéro. Hein. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il y a des ventes massives de US Treasuries qui font que les cours des US Treasuries vont baisser parce que c'est une banque centrale, ça fait beaucoup, 640 milliards, mais en fait, il n'y a plus d'obligations du Trésor.
il y a eu une forte baisse, elle a fondu énormément en 2018. Donc déjà, il y a ça. Maintenant, il faut que je vous explique aussi autre chose avant de passer au graphe après. Il faut comprendre quelque chose, hein, c'est que quand vous tradez, quand vous êtes un professionnel, quand vous achetez par exemple de l'eurodoll, donc ça vaut pour les banques centrales, ça vaut pour tout le monde, hein, tout le professionnel qui achète 10 millions d'euros et qui donc vend le dollar, un professionnel, il peut très bien, moi c'était le cas par exemple quand j'étais à la des marchés d'EDF, j'achetais 10 millions d'eurodoll, je dis n'importe quoi, avec Barclays, banque anglaise, ça montait, je revendais les 10 millions d'eurodoll par exemple avec Deutsche Bank. Hein. Alors, en fait, vous n'ouvrez pas un compte de trading quand vous êtes institutionnel. Ça ne marche pas comme un particulier. Le marché d'échange, le nom l'indique, c'est un marché où on fait un échange. Ça veut dire quand vous achetez l'euro, vous vendez du dollar. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous achetez l'euro, c'est un marché au comptant. Donc, comptant, ça veut dire règlement, livraison, J+2. Hein, c'est comme vous, hein, je dirais, vous payez quelque chose, vous allez être livré par Amazon dans 2 jours. Et le règlement, si vous avez une carte bleue, carte Visa, crédit différé, ben, le règlement, ça sera à la fin du mois. Voyez, donc là, même la livraison, les dates de livraison règlement sont décalées, mais l'eurodoll, date de règlement livraison, ce qui est standard, enfin les devises, à part quelques exceptions, les devises, c'est J+2. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire quoi? Si un trader achète 10 millions d'eurodoll, dans 2 jours, les comptes, la trésorerie, que ce soit un hedge fund, que ce soit une banque centrale, que ce soit un mutual fund, que ce soit une entreprise multinationale, la trésorerie va recevoir donc 10 millions d'euros. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Le trader a passé l'ordre, le back-office appelle le back-office de la banque. Là, j'avais dit acheter l'eurodoll à Barclays. Donc, le back-office de EDF appelle celui de Barclays et ils confirment tous les deux. Alors, moi, j'ai acheté l'eurodoll 10 millions, par exemple, à un 10,50. Et puis, Barclays dit oui, oui, moi, mon trader me dit, le back-office de Barclays, mon trader me dit que j'ai vendu 10 millions à un 10 d'euros, un 10,50 contre dollar. Donc, les deux sont d'accord. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils envoient les instructions aux trésoreries respectives. Donc, moi, de mon côté, c'était la trésorerie d'EDF et Barclays, c'était la trésorerie de la banque. Et la trésorerie de la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait des SWIFT. Hein, on arrive au SWIFT parce que là, d'un seul coup, les traders particuliers découvrent un truc qui s'appelle SWIFT. Tout le marché, pas que pour les obligations, pas que pour le Forex, tout le marché fonctionne avec des SWIFT. C'est un truc qui est certifié, c'est un moyen de faire des transferts bancaires. Donc, c'est des virements bancaires. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? EDF donc faisait un virement de dollars, hein, donc on débite le compte dollar de 11 millions 50 000 dollars si on est à un 10,50, hein, et on attend un virement de la trésorerie de la Barclays de 10 millions d'euros. Donc ça, c'est des instructions SWIFT. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est pour ça qu'on peut saisir, par exemple, les monnaies de la Banque centrale russe, c'est que les monnaies ne traversent pas les pays. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ouvrez un compte, alors Alain, tu dois pouvoir me le préciser, regarde les gens, l'argent, quand quelqu'un domicilie le compte, s'il veut un compte en dollars, Alain? Ah, il est parti, Alain. Non, 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 il n'est pas Bon, je parti, Alain, continue. il est là, il t'écoute. Eh bien, Je quelqu'un t'écoute. ouvre un compte avec toi en dollars, c'est possible? Oui, bien sûr. Bon, où est-ce qu'il va virer l'argent? Bah, il va virer l'argent en dollars sur la banque la banque dépositaire de son compte. Donc, pour ce qui concerne WH Qui est, Self-Invest, qui est la Banque internationale du Luxembourg. Mais pour ce qui concerne Self-Invest, on ouvre des comptes en dollars ou en francs suisses que sur la succursale du Luxembourg, enfin sur la maison mère du Luxembourg. Quelqu'un qui ouvrirait un compte en France ne peut l'ouvrir qu'en euros. Mais ça, c'est la oui, mais dans les particularité chez Self-Invest. instructions, oui, mais écoute, si on va plus précisément, dans les instructions, il y a ce qu'on appelle les comptes Loro et Nostro. C'est-à-dire dans les instructions, quand la personne fait le virement, il y a marqué vous virez, alors je dis n'importe quoi, en dollars
en fait, vous virez dans le compte, comme tu dis, de ton entité au Luxembourg, et le compte, c'est la JP Morgan, machin bidule, tu vois. En fait, dans la réalité, vous allez avoir votre argent qui va être, je dirais, ajouté dans le compte de correspondant, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, par exemple, là, moi, quand j'achetais l'euro avec Barclays, euh, donc là, l'euro avec Barclays, c'est une banque anglaise. Donc ça veut dire qu'elle avait un correspondant qui pouvait être la BNP. Et donc, en fait, elle me disait, vire-moi les euros dans mon compte à la BNP, puisque la banque anglaise, ce n'est pas une banque européenne. Donc, ce n'est pas la même territorialité. Les euros ne vont pas physiquement en Angleterre. Hein, et là, c'est pareil. Quand moi, j'allais virer, donc donner les dollars, les 11 millions, comme je disais, 50 000 dollars à Barclays, en réalité, la Barclays me dit, bah, c'est mon compte JP Morgan, voilà, je te donne les références. C'est comme ça que ça marche. Regarde, toi, c'est souvent ça. Tu mets un numéro, tu donnes l'IBAN de la banque et le gars marque son numéro de sous-compte, je dirais. Et c'est pour ça que c'est hyper important de marquer votre numéro de compte parce que sinon, ça va dans les comptes de la banque et puis le trésorier de la banque américaine, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas qui c'est. Donc, ça, voilà. Je suis en train de vous dire quoi? C'est qu'en réalité, les monnaies ne traversent pas les frontières. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ouvrez un compte, par exemple, à $1 à la BNP, en réalité, c'est le compte de correspondant de la BNP, comme je vous disais, qui est par exemple à la JP Morgan. Vous êtes une petite partie du compte de la BNP numéro X à JP Morgan. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que l'argent en dollars de la Banque centrale russe, ben, elle est aux USA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le problème en 1960, hein, on revient à une guerre froide, et ben en 1960, on a eu la guerre froide, et qu'est-ce qui s'est passé? C'était pareil. Et là, il y a eu les Anglais qui sont très, très pragmatiques. Ils se sont dit, oh là, nous, on va faire un système. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont créé ce qu'on appelle les contrats euro-dollar. Alors, ce n'est pas le paire de devise euro/dollar, c'est les contrats euro-dollar 3 mois. En clair, c'est les dollars qui sont placés avec un taux d'intérêt pendant 3 mois en zone euro. Hein, donc, vous allez regarder sur par exemple le CMI, la bourse hein, à Chicago, il y a ce qu'on appelle des contrats euro-dollar. Vous allez dans interest rate et non pas FX et vous allez voir des contrats euro-dollar. Il n'y a pas de slash entre euro et dollar. Ce n'est pas EUR/USD, hein, c'est euro-dollar en toutes lettres. Et ce qu'il faut, ça, c'est un contrat de taux d'intérêt. En fait, là, je ne sais pas pourquoi, mais les Anglais ont réussi en 1960 à faire ça. Ça veut dire pourquoi? Ben, ils captaient tout l'argent russe. Tous les dollars qui risquaient d'être saisis par les Américains, hein, donc pendant la guerre froide, ils étaient stockés en Angleterre. Hein. Donc là, maintenant, je ne sais pas comment ça marche. De toute façon, là, ça ne marchera pas puisque l'Angleterre est unie, je dirais, dans l'OTAN avec l'Amérique. Mais ça veut dire que d'un seul coup, toutes les avoirs en dollars, bah, aussi bien des oligarques que la Banque centrale, peuvent être gelés. Hein. Alors, donc les comptes sont gelés, ils ne peuvent plus retirer. Alors, on peut se dire aussi que la Banque centrale russe, peut-être qu'elle avait des infos, parce que l'attaque, on comprend bien qu'elle était planifiée depuis très longtemps. Hein, comme je vous dis, il n'y avait plus d'obligation du Trésor américain, par exemple. Donc, je veux dire, il est possible qu'on va découvrir avec stupeur que les réserves en dollars, la prochaine, pas là, la prochaine fois, c'est une fois par mois qu'elle est publiée à Banque centrale. On va peut-être s'apercevoir que, elles ont fondu comme neige au soleil. Hein. Après, il ne faut pas oublier un truc, on va en parler après avec Swift. Elle va essayer de contourner, c'est évident. Hein, et plus le temps va avancer, plus elle va arriver à trouver des contournements. Hein. Donc là, regardez, je vous ai mis à droite la distribution géographique des avoirs telle qu'elle est. Attendez, j'ai perdu l'écran là. Telle qu'elle était, telle qu'elle était affichée, si vous voulez, par la Banque centrale elle-même, russe. Hein. Donc en 2021. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est que vous voyez, j'ai mis des croix où tout ce qui peut être, entre guillemets, bloqué, quoi. Hein. Tout ce qui peut être bloqué. Donc, si les chiffres sont restés les mêmes, ils ont sûrement diminué.
il lui reste plus que 27%, 21,7% en or qu'elle peut utiliser. Il lui reste plus que 13,1, 13,8% suivant les deux graphes. Donc, ça fait à peu près 35%, ça fait 224 milliards de dollars équivalents. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'elle a fortement renforcé son exposition en Chine. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis, finalement, sa part en or, elle est plus forte que sa part en dollars. Hein. C'est ce qui se passe tout récemment. Donc, là, on le voit même dans le graphe de gauche. Hein. Donc, voilà. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le reste qui devient bloqué, eh ben, ils sont inefficaces pour empêcher la dépréciation du rouble contre le dollar, hein, puisqu'il faut qu'elle puisse traiter du dollar si elle veut empêcher que le rouble baisse. Hein. Il faut qu'elle vende le dollar et qu'elle achète le rouble. Hein. Donc ça, c'est un truc, voilà, parce que c'est quand même du jamais vu de voir une. Il y avait eu la Syrie qui était bloquée sur SWIFT, mais il n'y a pas eu beaucoup de pays, la Corée du Nord, mais il y a voilà, un pays aussi grand que c'est la première fois que ça arrive. Hein. Donc voilà. Alors il y a SWIFT qui n'est pas bloqué pour les paiements du gaz russe hein, pour l'instant. Ça, je vous le dis. Après, c'est pareil. Hein. La Russie, son intérêt, c'est quand même de vendre du gaz parce que ça représente le gaz qui est vendu en Europe, c'est 50% de ses revenus du gaz. Hein. Donc, elle le bloque, ça la bloque elle aussi quand même. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On lui donne 100 milliards d'euros par an de revenus avec le gaz, sachant que son budget russe militaire, apparemment, il est de 60 milliards. Hein, donc, on lui paye toute son armée presque deux fois chaque année. Voilà. Alors, on voit quand même qu'elle est attaquée. Hein. Ils ont beau dire, moi je le vois parce que je vois plein de choses. Déjà, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, vous l'avez entendu, elle a tout de suite monté ses taux directeurs pour essayer de rendre attractifs les placements, que les gens achètent du rouble. Hein. Elle les a montés aussitôt de 9,5 à 20%. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté les prêts aux banques russes, elle leur a diminué les impératifs de réserve obligatoire. Les banques commerciales sont obligées d'avoir un minimum, un coussin de sécurité. Hein, c'est comme vous, hein. Quand vous tradez, vous avez un coussin de sécurité. Quand vous avez une position, il y a un calcul de marge. Elle, c'est pareil. Une banque, elle a un calcul de marge. Quand elle fait un crédit, quand vous mettez de l'argent dans ses comptes, dans vos comptes à vue, elle a aussi ce qu'on appelle des réserves obligatoires. Donc, elle a diminué le montant minimum de réserves obligatoires pour les banques russes. Elle leur a prêté énormément. Il y a des, comme on dit, alors elle le fait lors des adjudications, c'est des repos, repurchase agreement. Là, par exemple, elle fait des coûts de 3 000 milliards de roubles. Donc, 3 000 milliards de roubles, vous le divisez par 100, hein, puisque maintenant, c'est divisé par 100. Là, par exemple, ce matin, elle a fait 5,3 milliards. Elle a prêté 5,3 milliards aux banques en dollars. Hein. Donc, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. C'est ce que j'arrête pas de le lire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle prête énormément aux banques commerciales. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Alors, il y a eu des interventions sur le Forex, évidemment. Elle essaye de contrer. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler après. Mais de toute façon, plus le temps avance, si on prend le dollar-rouble comme indicateur, maintenant, il devient complètement faux. Hein. Il ne vous informe pas de l'aggravation ou de l'amélioration de la situation géopolitique. Donc, il devient de moins en moins efficace. J'ai une question là. Toi Alain, est-ce que vous proposez le dollar rouble en CFD, par exemple? Je suis toujours là. Hein. Ouais. Je vais chercher la réponse. Je te propose de continuer parce que Alors, bon, je le traite. je sais que sur la TWS, il y a encore. Hein. Je ne sais pas D'accord. si on peut le traiter, mais il y a encore, je le vois. Parce que c'est évident que les courtiers, il y en a qui le proposent et qui vont le supprimer. Hein. Alors, et là, on voit classique, quand on commence à avoir des problèmes, comment une banque centrale commence à avoir des problèmes, qu'elle est attaquée de toutes parts. Donc, il y a le ministère des Finances qui s'en mêle et il y a maintenant un contrôle d'échange. Donc, par exemple, un contrôle d'échange, donc c'est pour essayer d'empêcher la fuite du rouble. Enfin, et donc, qu'est-ce qui se passe? La Russie, par exemple, le ministère des Finances, il a ordonné aux compagnies russes
de vendre 80% de leurs revenus en devises étrangères, donc vendre leurs devises étrangères pour acheter du rouble. Hein. Alors, c'est quand Donc, même un gros problème. Hein. petite Comment? question, c'est RUB le C'est trigramme. RUB. C'est RUB. Russian Ruble, Oui. c'est RUB. Ouais. Donc, on a bien USD RUB et Euro RUB disponibles Encore encore à du ce jour. Oui. Alors attention, hein, je vous préviens moi, parce qu'il y en a qui se disent je vais trader ça. La première chose à faire, bon, c'est hyper dangereux puisque je vous dis la Banque centrale est dessus. Donc, et quand elle fait ça, c'est pas pour faire 100 millions. Hein. Donc, elle peut vous inverser les cours à tout moment et bien sûr, elle ne va pas vous téléphoner. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le spread, il est monstrueux. Et si vous vendez le rouble, donc si vous achetez le dollar rouble parce que vous dites elle va capoter, hein, eh ben vendre le rouble, vous n'en avez pas, vous l'empruntez, c'est 20%. Hein, 20% les taux au jour le jour, ça veut dire quoi? Chaque jour qui passe, si le dollar rouble ne bouge pas, vous allez payer des taux d'intérêt. Vous allez avoir des débits dans votre compte qui vont être élevés. Il faut d'abord calculer le spread. Enfin, moi, je vais vous dire autrement vous vous mettez à l'écart. Il ne faut surtout pas avoir envie de trader une paire dans laquelle il y a un problème. Hein. Comment je pense à un courtier, là, quand il y a eu des problèmes en dollars turquie récemment, le spread, vous faisiez 100 000 dollars turquie, ça vous coûtait 500 euros. Hein. C'est-à-dire, vous achetez, vous revendez tout de suite, 500 euros. Donc, parce que les gens ne calculent pas. Hein. Il faut calculer. Il faut toujours connaître Alors, les ordres de grandeur. Comment? je le prends à quelques, voilà. Je diffuse mon écran une seconde. Je diffuse mon écran une seconde. Le voilà à l'écran. Comment qu'on appelle ça? Le dollar rouble. Vous le voyez Là, normalement maintenant à l'écran. là, tu l'as mis en délit. Là, je l'ai mis en délit, effectivement, pour bien montrer. Bon, ben, alors, je resitue en délit. Bon, on voyait l'évolution et donc l'envolée, quelque part, l'envolée que l'on a, bien sûr, depuis le début du conflit. Donc, l'envolée très forte. Et effectivement, alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste maintenant faire un petit zoom ici. Voilà, donc sur les derniers moments, on voit la volatilité immense, hein, bien sûr, hein, puisqu'on passe de 116 à 96. Donc, c'est extrêmement volatile. Ça joue aux portes de saloon. Donc, effectivement, je rejoins ce que dit, c'est pas parce qu'il est encore disponible sur les plateformes qu'il faut se précipiter sur cette parité. Donc, ce n'était pas le but non plus du webinaire de ce soir, de vous Non, non, mais inciter je le à préviens parce que travailler. Voilà. Je te j'ai repasse eu la le main. cas. Je te redonne Ouais, la je le main, reprends. Philippe. Ouais, ouais, je le reprends. Voilà. Non, mais j'ai eu le cas. J'ai eu un fonds qui m'a appelé bah, avant que je fasse le webinaire là, pour Vidéo Bourse et puis qui me parlait du gaz, etc. Pour trader le gaz. Le gars, je lui ai dit quoi? Tu ne connais pas le gaz. Va pas dans un marché que tu connais pas. Je veux dire, là, vous ne connaissez pas le dollar rouble. Si vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, la Banque centrale russe, si vous êtes là-dedans, c'est le meilleur moyen de vous retrouver en slip. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas rêver des gains faciles, mirifiques. C'est parce que c'est l'inverse qui peut vous arriver. Donc, je veux dire, quand on ne connaît pas, on ne touche pas. La première chose, c'est on commence à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Comment voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, je vais passer sur l'autre. Alors pareil, hein, dans les contrôles, bah, le RTS, donc l'indice et les marchés dérivés, ils sont toujours fermés. Hein. Là, évidemment, c'est pour masquer le truc. Je sais que la Banque centrale, c'est évident ce qui va se passer, c'est qu'à l'ouverture, la réouverture du marché des actions russes, elle va acheter. Hein. Mais déjà, elle l'a dit, je crois qu'elle l'avait fait là, le tout premier jour, enfin juste avant, elle va acheter les actions russes. Hein. Donc, c'est pareil, le marché des actions russes, il est complètement faussé. Alors, attends, j'essaie de changer d'écran. Voilà. Donc, Swift. Donc, Swift, c'est des messages comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas très sexy. Là, c'était un gars bah, qui est en train de faire un virement. Hein, donc, c'était le bénéficiaire, c'était Monsieur Jean-Marie Ackerman. Hein, et puis, celui qui lui envoyait des sous, c'était le fils de Yadoula, Monsieur Massoud Jassari, et puis qui lui envoyait donc la coquette somme de 84 millions d'euros. Hein. Donc ça, c'est un MT199, c'est le code du message.
les codes sur le Forex, c'est MT200. Donc, c'est des messages qui sont sécurisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien envoyer de l'eurodoll par d'autres moyens, enfin, des devises, des actifs, que SWIFT. C'est-à-dire qu'on peut le faire par fax, on peut le faire par téléphone. Hein, les instructions de virement, on peut les annoncer, sauf qu'il n'y a aucune sécurité. Si vous voulez, SWIFT, il joue quand même l'intermédiaire et donc c'est validé juridiquement. Voilà, si vous faites ça par téléphone ou par fax, ça n'a aucune valeur. Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que la Banque centrale russe, évidemment, l'hégémonie du dollar, ça n'a jamais plu à la Russie, hein, ça n'a jamais plu non plus à la Chine, ça fait une force aux Américains sans précédent. Ben, on le voit maintenant, hein, parce que la Banque centrale, elle a quand même beaucoup de difficultés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a donc la Banque centrale russe. Donc là, je l'ai fait la copie boîte d'écran à droite du site de la Banque centrale russe. Depuis longtemps, elle a créé un système qui s'appelle SPFS. Je ne sais pas pourquoi j'écris SFPS. SPFS, et donc qui est un système pareil, similaire donc à SWIFT. Et il y a déjà 2000 contreparties dessus. Il ne faut pas l'oublier. Alors, 2000, c'est rien, hein, parce que SWIFT, c'est 11 000. SWIFT, c'est 11 000 contreparties et c'est 200 pays. Mais enfin, si elle a les 2000 principales qui l'intéressent, ça peut passer. Hein. Bon, je sais qu'il y a aussi un système un petit peu homologue en Chine. Bon, c'est évident qu'elle va préférer le sien, puisque comme ça, elle a la maîtrise. Hein. Alors, quels sont les impacts de SWIFT? Eh bien, elle ne va plus pouvoir vendre son gaz en dollars. Enfin, alors, vendre son gaz, j'exagère parce que les SWIFT ont été sauf les SWIFT pour le gaz, elle ne va plus vendre certains produits, je dirais, ni recevoir des paiements en dollars, en euros, en sterling et en yens, hein, puisque tous font le blocage des entités russes. Hein. Alors, c'est évident qu'il va y avoir des montages financiers, hein, parce que quand on va faire ces principes du blanchiment d'argent, c'est ce qu'on appelle une lessiveuse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sociétés écrans qu'on n'arrive pas à savoir que le destinateur final, ben, c'est la Russie. Mais ça met du temps à mettre en place. Hein. Donc, je veux dire, ils sont sûrement en train de commencer à faire ça, mais il va y avoir des flux qui vont arriver de partout. Bon, le problème, c'est que si c'est des flux énormes et puis ils viennent d'un paradis fiscal, bon, ça va quand même poser ça va faire poser des questions aux différentes entités européennes, anglaises, américaines. Hein. Alors SWIFT, c'est une arme à double tranchant, hein, parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de virements, mais vous ne pouvez plus non plus être payé. Donc en fait, tous, on va le subir, hein, puisqu'il y a des paiements qui ne seront pas faits pour certaines sociétés. Donc là, moi, c'est ce que j'avais entendu. Hein, au niveau des entreprises du CAC, je crois qu'il y en a 35 qui ont des activités avec la Russie. Donc, ça veut dire c'est perte nette. Hein. Si on saisit les bateaux des oligarques, Renault, qui a des usines Dacia en Russie, c'est au revoir. Hein. L'usine, c'est fini. Alors, Renault a sorti que de toute façon, ils avaient arrêté l'usine, mais tu peux dire adieu à l'usine. Hein. Donc, comment ça peut quand même poser beaucoup de problèmes. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les autres impacts financiers, il n'y a pas que SWIFT. Du coup, les conséquences, il y a plein de, par exemple, des grands émetteurs d'indices. Alors, pour vous, ça ne vous dit rien. Il y a MSCI, Barra, il y a JP Morgan qui sont des grands émetteurs d'indices émergents, des indices Action Monde, etc. Mais là, ce qui nous compte, c'est les émergents. Ces indices, ils servent à quoi? De référence à tous des fonds, des mutual funds. Alors, je vous rappelle que les mutual funds, c'est beaucoup plus gros, c'est 25 fois plus gros que les hedge funds. Et donc, ils sont tous en train, tu as plein de hedge funds qui sont en train de sortir. Je pense à un mutual fund Man Group hein, qui représente de mémoire, je crois que c'est 168 milliards de dollars, qui sort tous ses actifs en Russie. Tous, ils sont tous en train de sortir. C'est le truc qu'il ne faut pas avoir. Donc, du coup, les émetteurs d'indices, les mutual funds suivent ces indices. Donc, il y a des JP Morgan Emerging Index, il y a des MSCI Emerging Index qui sortent la Russie de leur indice. Et donc, les gérants, si même le gérant ne l'a pas voulu, comme lui, il suit l'indice, il sort de ce qui n'est plus dans son indice. Sinon, il va avoir ce qu'on appelle une tracking error. Il va avoir un écart par rapport. Et puis, dans sa notice, je dirais, validée par son autorité de réglementation, il n'a pas le droit de s'écarter de plus de temps de l'indice. C'est marqué.
donc juridiquement, il est en faute. C'est-à-dire que si jamais il garde ses fonds russes alors que l'indice édité par JP Morgan ou MSCI l'a sorti, et ben lui, après, il peut se faire attaquer par un épargnant. Vous, par exemple, alors quand je dis mutual fund, ça peut être une SICAV. Hein. Vous avez une SICAV de la BNP qui suit l'indice des émergents sur JP Morgan, elle est obligée de sortir. Donc, si vous voulez, ça, c'est une punition qui est très, très forte aussi. C'est-à-dire que tous les fonds, ils sont en train de sortir parce que la Russie sort des indices. Donc ça, c'est un truc qui est grave. Il y a le gouvernement russe qui a indiqué, alors il essaye de faire des représailles, hein, il a dit qu'il ne paierait plus les coupons de ses obligations de l'État, quoi, je veux dire, aux détenteurs étrangers. Donc ça s'appelle un défaut, ça. Ça s'appelle, bon, si on ne paye pas les coupons, ils ne vont pas payer le remboursement de ce qu'on appelle le principal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pareil, effet boule de neige. Les agences de rating, elles ont annoncé la baisse des notations des obligations russes gouvernementales. Donc, S&P qui a donc déclassé la notation de triple B- à double B+, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les junk bonds, c'est-à-dire les obligations pourries, celles qui ont une très très forte probabilité de défaut. Et pareil, Fitch, il a abaissé sa note aussi de B, single B à triple C. Hein. Donc là, si vous voulez, c'est pareil, c'est-à-dire que la Russie ne peut absolument plus, si elle émet une obligation, alors je vous dis, elle n'a pas trop de problèmes, hein, parce que je vous ai dit, ses réserves sont supérieures à sa dette externe. Donc, mais ça veut dire que là, elle ne peut plus émettre. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un achète, de toute façon, il n'y a aucun Européen qui va acheter une obligation russe, mais s'il y avait un autre pays et qui se fie à la notation, puisque tous les pays enfin tous les investisseurs se fient aux notations des agences de rating, bah, ça veut dire que du coup, le gouvernement russe va emprunter beaucoup plus fort. Mais là, ça veut dire que de toute façon, c'est fini. L'État russe ne peut plus emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Puis en plus, de toute façon, réglementairement, bah, ça a été interdit par l'Angleterre, etc. Ils n'ont plus le droit d'émettre, de se financer sur les marchés. Donc c'est quand même une pierre grave, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une isolation complète. Hein. Et ça ne changera pas. Ils ne vont pas pouvoir le contourner. Autant Swift, à terme, ils risquent de contourner en faisant des lessiveuses, mais le reste, ils ne pourront pas. Donc nous, si on regarde, alors, on regarde le gaz. Alors là, je vous ai mis, parce qu'on est français, je vous ai mis gaz à gauche, le LNG, là, aux cotations tout à l'heure. Vous voyez, ça, c'est la saisonnalité, c'est chaque année. Donc l'année actuelle, c'est en orange, 25 février 2022. Donc, pourquoi j'ai que 25 février? Parce que là, je n'ai pas de temps réel, je pense que c'est pour ça. Et donc, ça a dû augmenter depuis. Mais vous voyez que la courbe en violet, on a été beaucoup plus haut à la fin de l'année dernière. Alors évidemment, là, c'est une ligne, ce n'est pas des cotations intraday, donc en intraday, ça doit être très fort. Ce que je vous montre, le graphe à droite, il est beaucoup plus intéressant. Hein. Ben, c'est quoi? C'est le flux. Là, vous voyez, il y a plusieurs, en fait, c'est les gazoducs. Et ça, c'est les volumes qui passent. Donc là, c'était tout à l'heure arrêté c'était en GMT, arrêté à, je l'ai marqué 14 heures. Enfin, j'ai 1 heure de décalage à peu près sur les flux. On voit le bleu, là, il est à 0. Ben, c'est Nord Stream 2. Lubmin 2, c'est Nord Stream 2, donc il est à 0. On voit, il y a un bleu foncé Malinov. Regardez ce qu'on voit, c'est que le gaz, des fois, il peut passer dans l'autre sens. Hein. À un moment, bah, il est passé de la Russie, des pays européens vers la Russie. Hein. Et là, ce qu'on voit, c'est que les autres, ils fonctionnent. Alors moi, je l'ai la confirmation, puisque étant donné que j'étais à EDF, je connais plein de traders électricité, hein, donc ils traitent du gaz, évidemment. Ben, qu'est-ce qui se passe? La Russie n'arrête pas d'envoyer du gaz. C'est même l'inverse. Au début du conflit, avant l'attaque, elle a augmenté les flux, hein, contrairement à ce qu'on croit. Alors, à mon avis, il y a 2 raisons. Bah, plus elle vend, plus elle gagne de l'argent, puisque le cours monte. Hein. Donc, ça, c'est ça. Et puis, il y avait une autre raison, je pense, bon, qui finalement n'a pas marché. Plus, ça, c'est la stratégie, je dirais qu'il a dû apprendre Poutine au KGB depuis le début. Hein. Plus vous, je dirais, soudoyez quelqu'un, plus après il vous mange dans la main. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus on met du gaz à l'Allemagne, à la Finlande, par exemple, qui dépend à 80%
du gaz russe à l'Allemagne qui dépend à 50, à l'Italie qui dépend, je crois, environ à 30-35%, eh ben, plus vous les tenez. Regardez Olaf Scholz au début. Olaf Scholz, il a fait un retournement, enfin l'Allemagne a fait un retournement de situation complète en achetant, en finançant, et, enfin, je dirais en donnant des armes létales à l'Ukraine, alors qu'avant, ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, il y a certains experts qui estiment que l'invasion de la Russie, pas de la Russie, de l'Ukraine, c'est Olaf Scholz qui lui a donné le feu vert. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Olaf Scholz va le voir à Moscou, et puis d'un seul coup, il dit, ah ben oui, finalement, peut-être que l'Ukraine devrait céder le Donbass, etc. Donc Poutine, hein, il a compris, bah tiens, l'Allemagne, désunion de l'Europe, l'Allemagne va faire défection, donc j'en profite. Hein. Donc apparemment, c'est ça. Enfin, c'est ça ça serait un des éléments qui a pu le décider de passer à l'acte. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui se passe, les flux, c'est un super indicateur, hein, presque plus que les cours, hein, je pense. Sauf que là, moi, je ne les ai pas en temps réel. Bon, il faudrait que je prenne un abonnement, etc. Donc, sur les Reuters, je vais vous en parler. Mais à mon avis, c'est un truc plus important. Vous voyez, j'ai carrément les flux russes. Alors, évidemment, moi, je ne les connais pas. C'est-à-dire que c'est pareil. Après, il faut les connaître. Évidemment que je ne les connais pas parce que je n'ai jamais eu la situation. Mais je cherche des indicateurs pour me donner le plus vite possible comment le marché peut bouger. Hein. Toujours est-il que les flux de gaz ne sont pas coupés, hein, parce que c'est quand même aussi l'intérêt de la Russie. Hein. Donc voilà. Je continue. Alors avant de continuer d'aller sur les marchés, je voulais vous présenter les formations. Donc là, moi, dans les formations, je vous explique comment fonctionnent tous les institutionnels. Il faut savoir que quand on est gros, bah, c'est des fois un avantage, mais des fois, c'est des inconvénients. Hein. Donc moi, j'ai été très, très petit, j'ai commencé particulier, j'ai été très, très gros. L'avantage, c'est que je connais les deux. Avantage et inconvénient. Vous, le matin, vous vous levez, vous avez envie de ne pas trader, bah, vous ne tradez pas. Moi, quand j'étais à EDF, je gérais un book de 10 milliards d'options. Si je ne comprends pas le marché, que ça part contre moi, les 10 milliards, on les a parce que c'est des actifs. Hein, et ben, je me le prends dans la figure. Et tant que je me trompe, je me trompe. Hein, donc, c'est des fois pas cool du tout. Et j'ai aussi des contraintes. Hein, tous les fonds ont des contraintes, tous les mutual funds, les hedge funds, etc. Vous avez des contraintes comptables. Moi, des fois, j'étais obligé de clôturer des opérations à cause de la comptabilité. Donc, alors que ça ne me plaisait pas. Hein. Donc, vous pouvez retrouver des gros qui font des ventes sur des supports ou des achats sur des résistances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un hedge fund, comme un mutual fund, comme une multinationale, son résultat, c'est comptable. Hein. C'est la comptabilité qui fait que la société continue à exister ou pas. Hein. Donc, moi, tout ça, je vais vous montrer, il y a des indices à des moments. Hein, donc, on peut en profiter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en détail une banque centrale, parce que je suis bien placé, comment ça se passe une intervention. La banque centrale russe intervient, ça va jouer sur d'autres paires de devises. Hein, donc, ça, il faut le savoir. Hein, donc, ça génère des interventions ailleurs aussi. Hein, donc, tout ça, ça va jouer sur tous les autres marchés, il faut le savoir. Hein, et donc, un des trucs qu'on regarde en détail, ben là je vais vous montrer, c'est par exemple Reuters, mais c'est aussi la recherche des banques. Au bout d'un moment, il faut vous équiper. Hein. Si vous tradez au smartphone constamment, vous êtes sûr de perdre. Hein, parce que si les traders ils ont plein d'écrans, c'est pas pour faire joli. Hein. Donc c'est parce qu'ils voient des infos, beaucoup plus d'infos. Moi j'ai cet écran, j'ai pas un smartphone. Le smartphone il sert juste à vérifier des positions si vous êtes obligé de bouger. À la rigueur clôturer une position, mais surtout pas en initier. Hein. Donc, il faut vous équiper. Hein. Voilà. Donc, la formation, elle dure à peu près 6 mois. C'est un cours à 2 cours par semaine entre votre disponibilité et la mienne. Il n'y a aucun cours qui est annulé. Ils sont tous reportés si vous avez un inconvénient, un souci. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de justification. Tout est enregistré, je veux dire, c'est que des cours particuliers, ils sont enregistrés, vous avez la vidéo, vous posez les questions que vous voulez. Moi, je vais vous montrer les trucs hyper importants. On n'aura pas le temps de tout voir, hein, ça c'est évident. Je vais vous donner un manuel qui fait plus de 800 pages. Hein, et puis, je vais vous montrer surtout le raisonnement et la recherche des banques. La recherche des banques, c'est aussi bien juste pour la journée que pour 2-3 jours.
que sur des thèmes spéciaux, l'Ukraine, que sur des thèmes spéciaux, la Fed. Il n'y a que des documents par exemple, sur la Fed, sur la BCE qui va bientôt arriver, etc. Et vous disent que ben voilà, le marché, qu'est-ce qu'il pense, etc. Tout ça, tous les hedge funds, les mutual funds le lisent. C'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. Hein. C'est principalement comme ça. Donc, si vous les lisez, moi je vous apprends à les lire, vous allez être dans l'état d'esprit des institutionnels. Hein. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, je continue. Hein. L'évolution des marchés. Donc là, je vous ai fait exprès de montrer le graphe, l'eurodoll à gauche. Donc, j'ai pris contrat futur. Là, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, eh ben, donc, on a eu hier une annonce exactement à peu près en même temps de l'arrivée de Powell donc au comité bancaire de la Chambre des représentants. Qu'est-ce qui se passe? L'eurodoll a monté. Donc, on voit bien quelque chose, c'est que normalement, l'eurodoll aurait dû baisser puisque, on va en parler tout à l'heure, Powell a confirmé une hausse des taux en mars et que d'autres, etc. On va en parler après. Donc, lui, ce qu'il a annoncé, malgré l'Ukraine, ça devrait faire monter le dollar, donc faire baisser l'eurodoll. On voit que l'eurodoll a monté. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on a entendu qu'il y allait avoir un deuxième round de négociations. OK? Sauf que, bon, comme je vous disais tout à l'heure au début, pour que ça soit un truc qui soit juste, enfin qui soit fair, comme on dit en anglais, équitable, bah, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, quoi. Je veux dire, donc ça ne va pas. Donc, c'est évident qu'après, on a vu bah, l'eurodoll qui a commencé à remonter, à rebaisser, tout doucement. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Donc, la délégation ukrainienne, donc là, je vous l'ai mis en bas, qui arrivait à 14h46 en Biélorussie. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, ça a commencé apparemment qu'à 15, il y a une heure, enfin 1h30, un truc comme ça, enfin, ouais, 2 heures. Ça a commencé à 2 heures là. Alors là, vu les graphes, parce que je n'ai pas regardé les news, hein, puisque je suis avec vous, mais à mon avis, on n'a pas la réponse. Hein. On n'a pas encore. La dernière fois, ça a dû, ils ont fait 2 sessions, je ne sais plus, il y a 2-3 jours, et ça a duré plus de 7 heures en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde le même moment, alors je crois que c'était 16h35 hein, hier, et ben, au moment 16h35, bon, ben, la bourse américaine arrive. Là, c'est contrat S&P 500 mini. Le S&P il monte hein, et il est resté en hausse. Le S&P il est de moins en moins un bon indicateur. Hein, je veux dire, pourquoi? Ben parce que avec notamment la crise du Covid, vous avez de plus en plus de particuliers et les particuliers qui sont arrivés en 2020, eux, qu'est-ce que c'était leur raisonnement? Et c'est toujours le même à mon avis, c'est waouh, ça a super baissé, j'achète. Hein. Moi, j'ai une copine, elle m'a fait ça d'un seul coup. Elle connaît absolument rien. Elle m'a dit waouh, ça a baissé, tu ne peux pas me dire quelle action acheter. Donc, ça, ces gens-là, ils achètent parce qu'ils pensent que ça va remonter, parce qu'ils ont entendu que ça a baissé. Ce n'est pas parce que ça a baissé que ça va monter. Hein. Ça va monter parce que c'est sous-valorisé, que vous estimez que ça a des raisons de monter. Je veux dire, hein. Moi, Alain, il veut m'acheter une voiture. Il veut acheter une voiture, il l'a vu à 10 000 euros à l'Argus. OK. Moi, je vends le modèle qu'il veut sur Internet à 3 000. Ce n'est pas parce qu'elle est à 3 000 qu'elle est valable. Parce qu'il l'achète et puis il roule. 3 secondes après, ben, il est sur le bas-côté, le joint de culasse pété. Il n'a pas regardé le moteur. Hein, il a vu la carrosserie qui était toute repeinte. Il n'a pas regardé et elle est rouillée en plus. Donc, ce que je suis en train de vous dire, quand vous tradez, la première chose, c'est de vous dire est-ce que ça va monter? Pourquoi ça va monter? Ce n'est pas parce que j'ai vu que le graphe ça a baissé. Donc là, les particuliers 2020, ils ont tous acheté en masse, ils n'avaient rien à foutre, les boîtes n'étaient pas prêtes en télétravail, ils ont boursicoté. Pour l'instant, ils ont connu quasiment que la hausse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Buy the dip. Et là, je voyais, il y avait un rapport de Goldman Sachs qui disait le rapport entre les nets longs et les net short dans les retail, c'est un plus haut niveau pas possible. Un retail, quand il achète au départ, qu'il est débutant, moi je l'ai fait, tout le monde l'a fait, tu ne mets pas de stop loss. Pourquoi mettre une vente stop? Si tu as acheté, ça ne peut que monter. C'est l'avenir. Ça, je n'ai pas arrêté de l'entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il n'a même pas de take profit parce que pourquoi? Il ne sait pas. Et puis, il n'a même pas surtout de vente stop. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que je vous dis. Pour l'instant, ils font buy the dip parce que pour l'instant, ça n'a pas vraiment baissé. Donc, tout est une opportunité. Je suis en train de vous dire quoi?
le S&P 500 est un très très mauvais indicateur pour la situation. Et puis si on pense aux Américains particuliers, si on estime qu'ils sont assez majoritaires sur le marché action américain, l'Ukraine, ils ne connaissaient même pas le mot il y a 2 semaines. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Pour eux, ils ne se sentent pas du tout concernés. Donc voilà. Alors quand on commence à regarder, là je l'ai pris sur la plateforme TWS, les anciens de WS ont là, ils l'ont le dollar rouble. Tu vois, tu m'as montré le dollar rouble, mais moi j'aurais voulu le voir plus en détail. Regarde, je te montre le dollar rouble, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on s'est dit tout de suite, on va le prendre comme indicateur. Regardez ce qui se passe. Donc là, évidemment, c'est comment on a l'attaque. On a l'attaque, qu'est-ce qui se passe? Le dollar rouble, il explose. Regardez là, les cotations ne sont pas normales. Regardez ce matin, il y a une absence de cotation. Vous allez avoir de plus en plus de ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a une double cotation. Il y a une cotation du rouble à Moscou, onshore, et il y a une cotation offshore. Hein. Donc, c'est de moins en moins fiable. Le dollar rouble, on ne peut plus l'utiliser. Et en plus, je vous ai dit, tu as la Banque centrale qui vient dessus. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Donc, parce qu'on se posait la question. Alors, autre chose, je vais en parler après. Si on regarde, là, j'ai pris à droite le gaz naturel sur le NYMEX à New York. Pourquoi je l'ai pris sur le NYMEX? Parce que le gaz en Europe, il est coté en ETC. C'est surtout TTF. Il y a plein de cotations. Il est aux Pays-Bas. Hein, et donc, vous n'avez pas accès, puisque c'est de l'OTC. Hein, c'est comme l'électricité en Europe, c'est coté via Nord Pool ou d'autres systèmes, mais qui sont en OTC. Vous n'avez pas accès aux cotations. Hein, donc, pour avoir accès, ça va être un abonnement professionnel hyper cher. C'est même pas la peine d'en parler. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde, on se dit, on va utiliser comme proxy, comme indicateur, le gaz naturel au NYMEX. Donc là, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai mis regardez, donc en British Thermal Unit, donc en dollars, le gaz, donc le premier contrat donc sur le NYMEX du gaz naturel coté à New York, donc il est en violet. Et en même temps, je vous ai mis l'eurodoll. Là, je vous ai mis la date et l'heure d'invasion de l'Ukraine. Vous voyez que ça suit moyennement. Alors, il faut se dire que ça aurait dû commencer à corréler vers, je dirais, le 14 février, la date à laquelle le ministre de la Défense, Lavrov, a exigé une réponse à l'OTAN. Hein, donc, ça, sur les demandes, les 8 points qu'avait demandé Poutine. Donc, en fait, ce qui se passe, on voit qu'il n'y a pas vraiment, regardez là tout à l'heure, ça montait, alors les graphes ils sont arrêtés, ils sont arrêtés à quelle heure? Je n'arrive pas à voir le truc avec le truc, mais ça me l'enlève. Voilà, les graphes, ils sont arrêtés à 14 heures, non pas à 14 heures, enfin environ, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je suis en GMT, je vois. Et donc, vous voyez que le gaz baissait, hein, puisque j'ai inversé la courbe violette, on le voit sur l'échelle de gauche, et on voit l'eurodoll qui, donc, lui baissait alors qu'il aurait dû remonter si le gaz baissait. Donc, le NYMEX, ce n'est pas un bon indicateur. Hein. Si on continue, attends, voilà. Si on continue, qu'est-ce qu'on a? J'ai essayé avec les Treasury Notes. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Là, j'ai mis la date de l'invasion. Donc, on a le cours en violet des obligations américaines. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand la Fed va monter ses taux, les cours ils baissent des T-Notes. Là, c'est le T-Notes futur, hein, les contrats futurs que vous pouvez trader. Hein. C'est abordable même pour un particulier, les contrats futurs sur les obligations américaines. L'eurodoll, qu'est-ce qu'on voit dans la courbe? Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, habituellement, sans conflit, l'eurodoll, les T-Notes, ils baissent et l'eurodoll, ils baissent. Et quand on se retrouve avec un conflit, les obligations américaines, c'est ça la vraie valeur refuge. Hein. On n'achète pas du dollar pour avoir du dollar. On achète, quand on est institutionnel, des obligations américaines. Et bien ça s'inverse. Donc on le voit. Là, c'est pour ça que je vous ai mis date de l'invasion. Et on voit qu'il y a d'un seul coup une corrélation inverse, là dans le vert, qui se crée entre le cours de l'obligation. Le cours de l'obligation monte, l'eurodoll se casse la gueule. Qu'est-ce qu'on voit depuis hier, l'audition de Powell au Sénat?
eh ben, il n'y a plus de corrélation. C'est logique puisqu'il a annoncé, il a confirmé au moins une hausse des taux, on va en parler après. Donc du coup, c'est l'effet taux qui revient. Donc là, il y a ça qui mélange les deux. Hein. Il y a l'effet taux d'intérêt qui joue sur les cours des obligations américaines, ce qui est logique, et il y a aussi l'effet valeur refuge. Et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc, si vous utilisez les TINOS comme indicateur, c'est, voilà, je dirais, eux, c'est mon cœur balance entre les deux corrélations et c'est le problème. Si vous regardez, à droite, je vous ai mis quoi? Donc, on a toujours l'eurodoll en orange et je vous ai mis en vert le dollar yen et j'ai mis en violet l'euro yen. Alors, l'euro yen, je l'ai inversé, hein, j'ai fait exprès. Pourquoi? Le yen, c'est une valeur refuge traditionnellement qui est plus forte que le dollar. Donc, normalement, le dollar yen, il va baisser. Donc, le dollar yen va baisser. Donc, comme j'ai inversé, vous voyez, l'échelle pour être dans le même sens que l'eurodoll, vous voyez bien que ça monte quand on baisse dans l'échelle. Donc, si normalement le dollar yen baisse, le yen dollar monte. Hein, la courbe. Donc, je veux dire, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que, en fait, non, j'ai inversé le yen pour voir si le yen montait, donc pendant l'eurodoll montait, on voit que non. Là, on voit que le yen a monté, mais que l'euro yen n'a pas baissé, donc le yen n'a pas monté, il a monté avec le dollar, mais il n'a pas monté avec l'euro. Donc voilà, c'est pas, le yen n'a pas l'air d'être un bel indicateur. Pour voir si la crise s'aggrave. Si on continue, hop, attendez, je n'arrive pas à changer de page. Donc là, je vous ai mis quoi? En orange à gauche, je vous ai mis le basket rouble, puisque la Banque centrale russe, elle surveille la valeur de sa monnaie, non pas contre le dollar rouble ou l'euro rouble, mais contre un panier de monnaie qui comprend du dollar et du rouble. C'est ça, sa vraie son vrai indicateur pour ses décisions d'intervention. Donc là, je vous ai vu les vrais points. Donc là, Poutine qui accusait l'OTAN, Lavrov qui exigeait une réponse, la réponse, vous voyez, de l'OTAN qui était une fin de non-recevoir. Hein. Et puis là, les USA qui pensaient qu'elle allait invadir, et puis l'invasion. Vous voyez que dans l'invasion, eh ben, le basket, il a complètement pas bougé. Pas bougé. Donc, en fait, ça veut dire la Banque centrale, elle a essayé de complètement neutraliser. On ne sait pas combien, elle a dû dépenser beaucoup, puisque déjà, quand il y avait la guerre de Crimée, elle avait beaucoup perdu. On a vu qu'elle avait perdu au total plus de 100 milliards, mais ça va durer. Hein. Comment pas 15 jours. Donc là, regarde, je vous ai mis l'euro zloty. Pourquoi? L'euro zloty, il est un petit peu moins, le zloty, il est un petit peu moins contrôlé par la Banque centrale. Normalement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Elle n'intervient pas comme la Banque centrale russe. Hein. Et puis les zloty, ils sont en première ligne. Il ne faut pas l'oublier. Les Polonais se sont fait massacrer pendant la Seconde Guerre mondiale par les Russes. Donc, je veux dire, c'est évident que ils sont en première ligne. Donc, vous voyez que l'euro zloty monte en vert, donc ça veut dire que le zloty baisse. Là, j'ai fait exprès à droite, regardez, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai mis pas que l'euro zloty en orange, je vous ai mis l'euro l'euro zloty, je l'ai inversé. Hein, donc, quand le violet descend, ça veut dire que le zloty s'affaiblit. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi je n'ai pas regardé juste euro zloty et euro doll? Parce que si vous regardez euro-doll et euro-zloty, il y a deux éléments qui sont, dans les deux paires, vous avez de l'euro. Donc, si dans les deux paires, vous avez de l'euro, si l'euro baisse, mais si c'est l'euro qui fait baisser l'euro-doll, si c'est l'euro qui fait baisser l'euro-zloty, elles vont être très, très corrélées. Donc, je vous ai mis en même temps le dollar-zloty. Hein, donc, j'ai inversé aussi. Hein, et regardez, vous avez une super corrélation. Donc, le zloty, il vous fait un bel indicateur pour vous dire comment ça se passe. On voit que là, lui, il est en train de se stabiliser, ce que ne fait pas l'eurodoll. Hein. Mais on voit qu'il est en train de se stabiliser, qu'il remonte tout, ce que ne fait pas l'eurodoll. C'est comme ça qu'on fait pour chercher des indicateurs. Et il ne faut pas oublier que les corrélations, ça change constamment. Donc là, si jamais il y avait une résolution des conflits,
eh ben, d'un seul coup, les corrélations disparaissent. Alors, bon, c'est mal barré, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous parle aussi des anticipations de hausse de taux, puisque finalement, tout ça, c'est en train d'impacter tous les marchés, enfin de remettre en cause les décisions des banques centrales, hein. Là, regardez ce que je vous ai mis, c'est l'anticipation des hausses de taux qui était prévue pour la prochaine réunion de la Banque centrale le 16 mars prochain. Donc, le graphe de gauche, c'était le 11 février, c'est-à-dire juste après la publication de l'inflation aux États-Unis, qui était un record de 40 ans à 7,5%. Et on avait les opérateurs, les Fed Funds futures, c'est tradé, donc sur les Fed Funds futures, c'est tradé principalement par les primary dealers, hein, qui tradent des obligations du Trésor américain. Et ben, ils anticipaient, ils étaient, je dirais, suivant le prix qu'ils payaient, à 94, presque 93,8% de hausse de taux pour le prochain meeting, donc dans 13 jours, le 16 mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, ça a commencé à baisser. Le 18 février, vous voyez qu'il n'y avait plus que 32,7% des opérateurs qui pensaient de hausse de taux. Et puis, vous voyez que maintenant, avec ce qui se passe, et ben maintenant, il n'y a plus que 99,8, enfin, il n'y a plus que, c'est même l'inverse. Maintenant, tu en as 0,2% qui sont en train de penser que les taux vont rester inchangés, alors qu'avant, c'était 0%. Et il n'y en a plus aucun qui pense à deux hausses de taux, hein. Donc, ça a complètement changé, donc à cause de ça. Alors, j'avais pris les déclarations tout à l'heure de Powell. Je ne sais pas où je les ai mises. Attendez, je vais peut-être je les voir là. Voilà, les déclarations de Powell. Qu'est-ce qu'il a dit déjà hier? Il a dit qu'on va s'engager. C'est pour ça qu'il y a une décorrélation des T-notes à ce moment-là, hein, et qui a pu peser aussi sur l'eurodoll, hein, je ne cache pas le contraire. Il a dit, je pense qu'on doit s'engager, on a besoin de s'engager dans une série de hausses de taux et de laisser notre bilan de la Banque centrale se réduire, hein, donc ce qu'on appelle le quantitative tightening. Donc, vous voyez, pour l'instant, il dit ça. Il a dit que si l'inflation reste à des niveaux élevés, il faudra qu'on fasse deux hausses de taux lors d'un meeting. Il n'a pas dit mars, hein, mais il a dit qu'il faudra le faire, hein. Il a dit qu'il s'attend à ce que dans 2 semaines, les taux directeurs vont monter, donc c'est acté, hein, et qu'il y aura une série de hausses de taux cette année, mais étant donné la situation en Ukraine, on va procéder de façon précautionneuse, hein. L'Ukraine est un game changer et on sera avec eux, il a dit, pour une très très longue période de temps potentiellement. Donc, vous voyez, il a annoncé la hausse de taux, une hausse de taux pour mars, et il est encore avec un raisonnement de hausse de taux assez forte. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas du tout de hausse de taux à cause de l'Ukraine, hein. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit à 4h30? Il a dit que la hausse des prix des commodités est en train de pousser, les matières premières est en train de pousser l'inflation plus haut, que la Fed doit être attentive, humble dans un environnement difficile, qu'il y aura des pressions à la hausse sur l'inflation pendant un bon moment. Donc voilà. Et donc il a dit, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Voilà, la tâche pour la Fed est de retirer l'assouplissement quantitatif, hein, la politique d'injection de liquidité, à une allure qui permettra à l'économie de pouvoir continuer sans problème, hein. Et il dit, pour lui, alors je pense qu'il parle du marché, il dit qu'il y a des hausses de taux qui ont été anticipées, mais vraiment très, 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 à très court terme. Donc, et lui, il dit qu'il s'attend. Ah non, là, je vous dis des bêtises, c'est Evans qui a parlé aussi, mais hier. Et Evans, donc, c'est une personne qui est vraiment plutôt, comme on dit, dovish en faveur de non-hausse de taux. Et elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à des hausses plus que de 25 basis points, hein, et qu'elle ne préférait pas que la Fed monte ses taux trop vite. C'est ça ce qu'elle a dit. Mais d'un autre côté, on a eu
c'est ce que je vous disais, je me suis trompé, c'était Mester qui disait que la tâche de la Fed devait retirer sa politique monétaire accommodante à une allure qui permettrait à l'économie d'évoluer correctement. Hein. Donc, le discours, il reste haussier taux d'intérêt. Hein. Donc, ça, voilà, il y a peut-être des traders actions, des traders sur en tout cas sur les obligations qui sont dit avec l'Ukraine, voilà, ça va remettre en cause la hausse des taux de la Fed. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Alors, il est évident qu'on va avoir la réunion de la BCE, ça ne va pas être la même histoire, et c'est logique, puisque nous, on est beaucoup plus impactés, puisque l'Allemagne est impactée beaucoup plus forte, l'Italie, donc je veux dire, c'est évident que la BCE risque d'être encore plus prudente. Donc ça ne va pas dans le sens de l'euro. Hein. Donc ça, il faut le prendre en compte. Hein. Alors regardez, dans tout ce que je vous disais, il faut vous donner les moyens. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, moi, j'utilise extensivement Reuters. C'est une application professionnelle. Ce n'est pas le site web. C'est vraiment une application. Vous téléchargez, vous faites des workspaces et surtout, vous faites, par exemple, des lecteurs de news avec des mots-clés. Là, vous voyez, j'ai fait un lecteur de news où il y a le basket. Ça, c'est le basket. Ce n'est pas la valeur du rouble. Regardez, le gouvernement ukrainien, l'OTAN. Donc, l'avantage, c'est quoi? Moi, je ne lis pas les news. Quand il y a un sujet qui comprend ces mots-clés, j'ai une alerte et j'ai juste à lire que les trucs qui m'intéressent. Parce que maintenant, le problème, c'est que trop d'infos, tout l'info. Et si vous allez sur des sites classiques, je ne vais pas citer des noms, vous allez passer votre vie à jouer avec votre roulette, à balayer pour essayer de trouver, vous perdez un temps monstrueux. Moi, je n'ai pas besoin. Je trie et en fait, c'est moi qui fais le tri en fonction de l'actualité. Hein. Je veux dire, là, j'ai mis autant Ukraine. Et puis, quand c'était les élections anticipées en avril 2018 en Italie, je mettais Di Maio, Salvini. Vous mettez les noms des gens. La Fed, je mets les noms des membres de la Fed. Et comme ça, en 30 secondes, j'ai les trucs. Là, qu'est-ce que je vous montre? Le 23 février à 18h37, donc la veille de l'invasion de l'Ukraine, regardez ce qu'il y avait écrit. Les forces russes sont étendues autour de l'Ukraine et sont aussi prêtes qu'elles peuvent l'être, à 80% en position en avant, prêtes à partir selon un officiel de la défense américaine. Peu avant, j'avais eu un autre message donc qui venait de la défense américaine aussi, qui disait qu'ils avaient détecté, alors je ne sais pas comment, l'envoi de poches de sang proche du front. Et ça, ils ont dit, c'est une preuve d'attaque. Parce que quand on fait des exercices militaires, on n'envoie pas des poches de sang. Hein, donc ça, Alain, il pourra nous le dire. Donc ce que je veux dire, c'est j'étais au courant. Et l'attaque, elle a été donc perpétrée plus tard. Donc à 3h51, vous aviez l'info. Hein, comme quoi Poutine avait autorisé donc, son opération spéciale militaire dans le Donbass. Hein, donc, en disant que ces opérations avaient pour but de protéger la population, je veux dire, vous aviez la possibilité de mettre une position la veille, hein, parce que sur les marchés de futurs, enfin même avant, à 18h37, c'est ouvert hein, sur les marchés de futurs. Donc, ce que je veux dire, au bout d'un moment, il faut se donner les moyens, hein, si vous voulez être au courant. Sinon, vous êtes en retard. Et quand on est en retard, on risque d'être dans le mauvais sens, hein, parce que les professionnels, ils ont vendu avant vous. Hein. Donc là, ça, c'est l'avantage. Moi, j'ai plein d'infos, j'ai tous les discours qui tombent en temps réel, que ce soit du ministre de la Défense, du porte-parole de Poutine, que ce soit les différents au gouvernement en Ukraine, etc. Hein, parce que je fais des mots-clés, c'est trié automatiquement. Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai la possibilité de vous donner, j'ai un partenariat avec donc Reuters pour avoir un prix hyper bas, puisque l'application professionnelle, les prix, ça peut aller très loin. Le prix de base, c'est 1 700 € par mois, donc c'est hors de prix. Mais si vous demandez par exemple des publications de chiffres économiques en millisecondes, c'est 4 000 € par mois. Si vous demandez en nanosecondes, c'est encore plus. Bon, je n'ai pas demandé. Mais ce que je veux dire, là, moi, vous pouvez avoir un abonnement. Les prix commencent à 99 $ par mois. Et après, ça dépend ce que vous allez prendre. Mais les news, vous allez les avoir avec les premiers. Vous allez faire des graphes, vous allez avoir des trucs sur le gaz, vous allez avoir des trucs, etc. Alors, si vous prenez l'abonnement plus bas, il y a des trucs qui seront en décalé. Par exemple, les futurs seront en décalé.
Mais est-ce que vous avez besoin des futurs? Si vous avez une plateforme avec SF Invest qui a des futurs en temps réel, l'avantage d'une application Reuters, c'est de faire des graphes sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire les ventes de voitures en Allemagne avec l'eurodoll, hein, puisque l'industrie allemande, c'est quand même gros, l'automobile. Vous pouvez faire des graphes voilà, très spéciaux. Vous allez aller beaucoup plus loin que, par exemple, TradingView. TradingView, c'est un truc particulier. Vous allez être bloqué dans des actifs que vous pouvez trader. Tandis que là, regardez, vous faites plein de choses. Hein, on peut regarder plein de détails, aussi bien macroéconomiques que d'autres actifs. Regardez, vous voulez faire la cotation de la Rivnia ukrainienne, vous l'avez. Alors, je ne l'ai pas mise parce que je ne pense pas qu'elle soit vraiment un indicateur. Hein. Donc, je ne l'ai pas mise. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire. Alors, si vous avez, bon, je vais passer, vous avez, ça on l'a vu. Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, vous demandez à Alain. Il va vous aider tous les problèmes techniques de plateforme, etc. Il va vous conseiller. Si vous voulez des informations sur la formation ou sur l'abonnement Reuters, vous me contactez. Hein, vous n'hésitez pas. Pour terminer, faites comme moi, participez, aidez-les. Ça sera sympa pour eux parce que bon, j'aimerais pas être à leur place. Donc, je vous remercie pour ceux qui vont faire un don. Donc, Alain, si tu as quelques questions. Alors non, je n'ai pas spécialement de questions. Je te remercie tout d'abord de ce point et d'avoir amené toute cette expertise et toutes ces explications qui sont un point de vue effectivement qu'on n'a pas l'habitude, je veux dire, de trouver dans le domaine des particuliers. Et c'est très précieux de savoir qu'on peut effectivement disposer au moins de cette information au travers de Reuters pour être informé, pas forcément avant tout le monde, mais au moins en même temps que les professionnels. Donc, c'est quand même un gros Oui. plus. Et on le sait, pour nos clients qui travaillent sur les futurs, évidemment, l'exemple était criant. Si on a l'information à 18h37 la veille, on peut quand même prendre des dispositions. Au-delà de ça, effectivement, dans cette fameuse nuit où ça a un petit peu secoué, effectivement, il y a eu beaucoup de clients qui ont été en appel de marge. Donc ça, on ne peut pas dire le contraire. Et quand on est en appel de marge, eh bien, on ferme les positions manu militari, je dirais. Donc voilà, ce Bah, qu'il faut. c'est une Oui, c'est une protection pour les protection. gens. Et pour le broker aussi, Oui, c'est accessoirement. ouais, bien sûr. Mais il faut en tirer une leçon. Hein. C'est pas normal d'être en appel de marge. Moi, j'ai été dans le passé en appel de marge, c'est-à-dire quand je débutais, que je faisais n'importe quoi. Je veux dire, si vous êtes en appel de marge, bon, ça n'existe pas sur les côtés professionnels, mais ça serait, par exemple, un trader qui n'a pas mis un. Moi, quand j'étais donc à la banque, j'étais chef trader, obligation de mettre un stop loss. Et le stop loss, il était avec l'entrée en position. Hein. C'est pas j'achète et je mets mon stop loss 10 secondes après, enfin même une seconde après. Il est intégré dans la prise de position. Pourquoi? Ben, un jour, il suffit qu'on apprenne un truc hyper grave au moment où vous avez acheté. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai acheté, pouf, 10 secondes après, une seconde après, j'ai eu panne de connexion Internet. Hein. Là, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des positions, mais c'est des positions options. J'ai eu une coupure Internet le soir, là. Le soir du 23, j'ai eu une coupure. Elle n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu une coupure Internet. J'étais bien content. Il faut toujours penser au pire, parce que quand vous tradez souvent, un jour, le pire, le pas de bol, vous l'avez. Hein. Donc, il faut considérer que si vous avez un appel de marge, comme tu dis, c'est que votre levier était trop fort, hein, et en tout cas que votre stop loss n'était pas bien situé, ça ne doit pas recommencer. Hein. Vas-y, je te laisse la parole. Merci encore Philippe. Ben écoute, merci aussi pour ta réactivité, pour avoir pu te libérer et nous faire ce webinaire ce soir en pleine actualité évidemment, pour apporter des précisions à toutes les personnes qui l'auront suivi en direct, mais qui le suivront aussi en différé, puisqu'on est toujours en mode enregistré. J'ai pas encore coupé l'enregistrement, donc effectivement, n'hésitez pas à revenir vers Philippe ou vers moi suivant les questions que vous pouvez avoir au vu de ce webinaire. Et ce sera bien sûr un plaisir de vous renseigner. Voilà, pour ma part, je ne peux encore que remercier Philippe et souhaiter à tout le monde d'être prudent, puisque je pense que c'était le message central de ce webinaire, c'est qu'effectivement, au-delà de tout ce que l'on peut anticiper suite à ce conflit, on peut bien sûr
insister sur la notion d'être prudent, voire de ne pas travailler sur la fameuse parité que l'on a illustrée tout à l'heure, en montrant les trous de cotation qu'il peut y avoir dedans, que c'est du gruyère et qu'on ne peut pas travailler sereinement dans avec un tel actif. Voilà, merci Philippe, bonne soirée à toutes et tous et je vais donc stopper l'enregistrement. Alors,